finalement, Biovision et tous ses lauréats, eh bien, ce ne serait rien sans le sénateur maire Gérard Collomb, où est-il? Le voici, que je suis ravie d'accueillir. Et d'ailleurs, je vais vous poser quelques questions pour que vous nous parliez un petit peu de tout ça. Allez-y. Alors, pourquoi est-ce que ça vous a paru important de lancer un programme international d'accélération dédié aux startups? Parce que maintenant, on va lancer ce qu'on appelle le Big Booster. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Mais d'abord, je vais peut-être dire à nos amis étrangers qui sont dans la salle que finalement, ce que nous venons de faire a pu leur sembler étrange, parce qu'on est dans un forum sur les sciences du vivant, oui. Et puis on parle de digital, on parle de clean tech, et donc ils peuvent se demander pourquoi. Tout simplement parce que nous pensons à Lyon que l'innovation se fait aux frontières. Et donc c'est en mixant les différents aspects de l'activité et ce qui fonde l'économie lyonnaise que nous innoverons demain et que nous créerons évidemment l'innovation et que nous développerons ces startups que nous avons vues tout à l'heure avec quelques jeunes représentants de ce monde des startups lyonnaises qui est vraiment extrêmement important. Je disais tout à l'heure au directeur général de Sanofi, président du conseil, pardon, que nous créons à Lyon 15 000 entreprises par an. Et donc, c'est tout à fait considérable parce que justement, nous sommes dans la recherche de l'innovation, dans la recherche de ces nouvelles frontières. Alors, on vient de voir les startups. Et les startups, aujourd'hui, vous l'avez vu tout à l'heure, elles sont directement internationales. Et donc, pour nous, il faut essayer d'encourager au développement sur l'agglomération, mais il faut leur permettre tout de suite d'aller à l'international. Et donc, nous avons créé le programme Big Booster, que tout à l'heure, Karine Dognasos, la vice-présidente chargée de l'innovation, développera. En deux mots, de quoi s'agit-il? Il s'agit de permettre à ces startups de pouvoir aller aux États-Unis, à Boston en particulier, qui, comme on le sait, est la grande ville de l'innovation, pour se frotter aux nouvelles entreprises américaines, aux nouvelles start-up américaines, et donc d'être d'emblée dans l'attaque du marché américain avec un certain nombre d'atouts. Puis en même temps, c'est d'inviter un certain nombre de start-up de Boston à venir découvrir Lyon. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait le représentant, le fondateur de 1001 repas, de découvrir non seulement l'innovation dans le domaine du digital, mais aussi dans le domaine culinaire, et nous sommes assez forts à Lyon. Ça, c'est vrai. Mais alors, comment Big Booster va venir combler les dispositifs des projets existants qui sont en faveur de l'innovation sur le territoire? Alors, nous avons essayé de porter le développement de l'économie lyonnaise dans trois grands domaines qu'on a retrouvés ici aujourd'hui. À la fois les sciences du vivant, et aujourd'hui, pour donner une idée, c'est 60 000 personnes qui travaillent dans les sciences du vivant. Dans le digital, et c'est à peu près 40 000 personnes qui travaillent dans le digital, dans le numérique, et en même temps dans les clean tech. Tout à l'heure, le représentant de Solvay disait ce que nous faisions dans ce domaine. Et donc, nous avons créé trois grands pôles de compétitivité qui travaillent dans ce domaine. Nous avons essayé ensuite de pouvoir donner un certain nombre de lieux pour l'ensemble de ces champs d'activité, à la fois sur les sciences du vivant, et nous avons développé par exemple une plateforme comme Axinov qui permet aux entreprises, en particulier aux jeunes entreprises, de pouvoir développer leur activité. Nous avons créé sur la vallée de la chimie la plateforme Axel One qui, là encore, sur les procédés, les nouveaux matériaux, permet de développer des innovations. Et puis enfin, dans le domaine du digital, nous sommes en train de lancer dans un lieu emblématique qui ressemble d'ailleurs à la belle halle que vous avez à Boston, où il y a un bel espace de coworking, dans un vieux bâtiment de la Confluence, le quartier emblématique de Lyon, un lieu où on va rassembler le numérique lyonnais. Enfin, troisième point, nous essayons de développer tout ce qui est accélérateur d'innovation, et donc nous aurons tout à l'heure, je crois, le représentant d'Axeléo qui vient d'être labellisé
pour le premier en France par la French Tech française comme accélérateur d'innovation pour les startups du numérique. Voilà ce que nous essayons de faire à Lyon dans un partenariat très proche entre les entreprises privées et les pouvoirs publics. Je rappelle que Lyon a été classée cette année première ville européenne business friendly. Et pour une première ville européenne, pourtant vous avez choisi, vous l'avez dit, Boston. Alors pourquoi avoir choisi Boston pour la mise en œuvre de ce programme? Tout simplement parce que Boston, ça fait rêver tout le monde. Ça fait rêver tout le monde, à la fois évidemment par la qualité de la recherche. Lorsque l'on va visiter Harvard, lorsque l'on va au MIT, on ne peut être que très humble dans ce que l'on réalise sur sa propre ville. Mais ça nous intéressait parce que nous avions aussi quelques amis à Boston, parce que l'ancien gouverneur Diwal Patrick était venu à Lyon, que nous étions allés à Boston, que nous avions commencé à établir avec le gouverneur, avec la mairie de Boston, quelques liens, que nous avions regardé aussi ce que donnait Mass Challenge. Nous avons décidé que nous voulions que nos startups aillent à Boston. Alors évidemment, nous avons d'autres coopérations. Nous sommes dans tous les grands pays du monde. Nous sommes à Tokyo, nous sommes en Chine, mais nous pensons que Boston est un endroit fantastique pour créer un certain nombre de liens entre nos entreprises, nos jeunes startups, et puis ce qui se passe dans ce domaine du côté de Boston. C'est une vraie belle volonté. Je vais vous garder justement pour qu'on parle de cette collaboration plus en détail. Et j'invite pour le moment à nous rejoindre Serge Wimbert, qui est, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, le président du conseil d'administration de Sanofi. Alors vous connaissez Sanofi, l'un des fleurons français de la pharmaceutique, le leader mondial en vaccins et 5e, il me semble, en matière de pharmacie. Est-ce qu'il y a un micro pour vous? Voilà, prenez un micro. Et je pense que vous pouvez témoigner de ce qu'un grand groupe qui est aussi... Vous êtes aussi implanté à Boston, il me semble, non? Oui, voilà. La raison pour laquelle je crois que je suis ici ce soir, c'est parce que nous sommes lyonnais depuis fort longtemps, voilà, par de multiples implantations. C'est le siège de Sanofi Pasteur, le siège de Merlial, aussi une implantation importante de Genzyme. Nous avons 6500 collaborateurs à Lyon et nous continuons à investir à Lyon et nous sommes présents également dans le tissu de la recherche et de l'innovation à Lyon, je reviendrai dessus tout à l'heure. Et puis nous sommes aussi à Boston, où nous avons 1500 chercheurs qui travaillent dans les domaines des maladies orphelines, de l'immunologie et de l'oncologie. Donc le lien est évidemment très fort, c'est le siège de Genzyme, une société que nous avons acquise en 2011, qui est une société extraordinairement innovante, qui nous a fait basculer dans le domaine de la biotechnologie. Nous y étions déjà par les vaccins, mais la biotechnologie est l'avenir sans doute largement de notre entreprise, pas exclusivement, mais très largement. C'est aujourd'hui 100% de notre pipeline de nouveaux produits biologiques et 72% de la totalité de notre pipeline est biologique. Donc le lien était absolument naturel pour nous entre Lyon et Boston. Et donc forcément, vous êtes là et je suppose que c'était un appui de taille. Lorsque j'étais allé à Boston, nous avions eu la chance d'être reçus donc chez Sanofi et nous avions fait une très belle réception avec toute la communauté des sciences du vivant de Boston. C'est 1500 personnes, c'est ça, à Boston? 1500, oui. C'est quand même assez énorme. Et il y a aussi des Français ou ce ne sont que des Américains? Non, il y a aussi beaucoup de Français dans nos équipes, mais également à Harvard ou à MIT. Il y a une communauté française très importante. Mais naturellement, ce qui est important pour la recherche et pour le développement de l'innovation, c'est de pouvoir avoir une certaine concentration de talents. C'est ce qu'est en train de réaliser Lyon, c'est ce qu'a réalisé évidemment magnifiquement Boston. C'est aussi l'approche que nous avons dans le déploiement de nos structures de recherche. Nous essayons d'avoir un peu partout dans le monde, nous sommes en train de le faire à Shanghai, une capacité, une certaine concentration de moyens dans un environnement qui est lui-même un facteur d'émulation de nos propres chercheurs. Alors, pour concrétiser tout cela, tout à l'heure, monsieur le sénateur maire, vous parliez d'Axeléo, qui va venir nous rejoindre. D'ailleurs, Christophe Dumoulin va venir nous rejoindre, qui est le directeur business et décision d'Axeléo, qui est donc une start-up, comme vous l'avez dit, qui a été largement remarquée. Où est-il? Voilà, et qui va
pouvoir nous en parler. Je rappelle juste qu'Axeléo a été créé en 2013 à Lyon par Laurent Fiard et Christophe Dumoulin. Le voici, on peut l'applaudir, et Éric Bourdier. Par contre, on va se rendre, je vous propose, c'est plus agréable d'être sur le rond blanc, voilà. Et Axeléo est un accélérateur de start-up numérique, c'est ça? Alors Axeléo, effectivement, c'était une initiative lyonnaise qui a été créée par venez. Voilà, parfait. Par des entrepreneurs du digital lyonnais. Et on s'est dit qu'en 2013, quand on a créé ça en novembre 2013, on s'est dit qu'à Lyon, il fallait absolument qu'on bouge si on ne voulait pas être mangé par Paris et mangé par cet énorme écosystème parisien autour du digital. Donc on a décidé de créer un accélérateur numérique pour les entreprises digitales qui fournissent des solutions aux entreprises, donc en B2B. Donc ça s'est créé à cette époque-là. Et d'ailleurs, je remercie Monsieur le maire qui nous a emmenés à Boston, à Montréal et à New York pour justement confronter notre écosystème avec les gens de Boston et pour voir tout le chemin qui nous manquait justement par rapport au professionnalisme des gens de Boston sur l'accélération de start-up. Je suppose que maintenant, vous faites partie des start-up qui sont accélératrices. Est-ce que pour vous, le Big Booster, ça vous parle? Alors le Big Booster, pour nous, c'est capital. Une start-up aujourd'hui, si elle n'est pas mondiale, elle ne survivra pas. Et si elle ne travaille pas sur le marché américain, elle ne survivra pas non plus. Pourquoi? Parce que le monde est comme ça. Les technologies du digital, elles n'appartiennent plus à un pays, elles sont vraiment mondiales. Et pour nous, le Big Booster, ce qui est le plus important pour une start-up, vous savez, c'est de signer des clients. Une start-up ne vit qu'avec les clients qu'elle signe. La porte qu'on est en train d'ouvrir sur Boston va permettre à nos start-up de pouvoir rencontrer immédiatement des grands clients américains que toutes seules, elles ne seraient jamais arrivées à faire. Donc c'est ça le plus important pour nous, c'est cette porte, cette initiative va permettre à nos startups d'arriver à Boston et une semaine après leur arrivée, elles vont pouvoir avoir un certain nombre de rendez-vous avec des grands acteurs industriels américains pour présenter leurs produits et essayer de vendre leurs produits. Ça, c'est la première chose qui nous intéresse dans cette initiative. La deuxième chose, c'est que toute innovation qui se veut mondiale doit pouvoir être testée à plusieurs endroits du monde. C'est-à-dire qu'on n'est jamais prophète en son pays. Si on veut être mondial, il faut être prophète dans tous les pays. Donc ça aussi, c'est une merveilleuse opportunité pour nos startups de fabriquer des produits, de certes faire leurs premiers clients en France, mais tout de suite d'aller aux États-Unis, tout de suite d'aller à Boston et de vérifier si le produit qu'elles ont fait correspond au marché américain, répond aux normes américaines et va pouvoir se déployer sur le marché américain. Parce qu'on sait que quand on ouvre la porte du marché américain, on ouvre la porte de tous les pays anglo-saxons. Donc on ouvre la porte de Hong Kong, on ouvre la porte d'une partie de la Chine, on ouvre la porte du Canada, on ouvre la porte de l'Angleterre et on ouvre la porte aussi de certains pays d'Asie. Donc ça, c'est la deuxième chose qui est capitale pour nous. Et la troisième chose, c'est de vraiment faire partie de cet écosystème qui est en train de se créer, parce qu'il y a de la dynamique, il y a de l'ambition, et il faut qu'on rentre dans cette ambition, il faut qu'on rentre dans cette dynamique pour que nos accélérés, nos startups n'aient plus peur de partir à l'international et n'aient plus peur d'aller se confronter avec les autres. Christophe Dumoulin, merci beaucoup pour cet éclairage. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Gérard Collomb et Serge Wimbert, c'est donc il y a une vraie importance de l'innovation finalement sur ces startups. On vient de le voir avec l'exemple de Christophe Dumoulin. C'est véritablement le moteur. Oui, on ne peut pas imaginer l'avenir de l'industrie pharmaceutique, par exemple, sans innovation. Fondamentalement, c'est le centre, c'est le moteur de notre avenir. Pour des raisons que je ne voudrais pas développer parce que ce serait trop long, nous sommes condamnés à l'innovation. Et cette innovation, on l'a vu dans beaucoup de grandes pharma, elle est difficile parce que l'ossification que crée la taille est un frein souvent à la créativité. Et nous sommes tous en train de basculer, certains depuis des années, nous un peu plus récemment, vers une architecture ouverte, vers des échanges constants avec des biotech, qu'elles soient petites ou grandes, dans les domaines des life sciences, mais aussi dans le domaine du digital, parce que nous savons que c'est dans cette interaction permanente entre des entreprises qui sont motivées par le souci de la découverte de la vraie innovation de rupture et nos capacités, nos infrastructures, nos plateformes technologiques, que nous avons la capacité de donner une échelle immédiatement significative à une recherche qui, autrement, a souvent du mal à devenir de taille importante pour le marché. Alors nous avons fait cela avec des
entreprises de toute taille, toutes petites, démarrant, avec des entreprises, des biotech très significatives comme Regeneron aux États-Unis, qui est aujourd'hui qui capitalise 40 milliards de dollars, mais qui, quand nous sommes rentrés dans un partenariat avec elle, ne représentait qu'une centaine de millions de dollars. Il y a maintenant presque 15 ans, nous le faisons avec aujourd'hui des startups innovantes aux États-Unis, en France, mais dans la plupart des pays du monde, nous sommes à la recherche de ces innovations de rupture, parce qu'il est clair aussi que les systèmes de santé ne peuvent plus accepter des innovations qui ne sont que marginales. Ce sont les innovations de rupture qui seront payées par les systèmes de santé demain. Ce sont elles qui feront réaliser de vrais progrès à la médecine et qui, désormais, doivent concentrer l'essentiel des efforts des grandes pharmas ou des plus petites pharmas. Il ne peut plus y avoir de MeToo, il ne peut plus y avoir d'innovation marginale. Nous sommes condamnés à l'innovation de rupture. Parce que la concurrence est d'autant plus importante, je suppose, non? Parce que la concurrence est importante, mais surtout parce que partout, les systèmes de santé sont financés par des ressources publiques. Et la dynamique des dépenses de santé est plus rapide que celle des PNB ou des PIB des différents pays. Et donc, pour assurer l'innovation, eh bien, il faut se concentrer sur l'innovation de rupture. On ne peut plus consentir des paiements publics pour des innovations marginales. Ah, c'est un beau message. Merci beaucoup, Serge Imbert. On peut l'applaudir, je vais vous remercier. Je vous garde, par contre, Gérard Collomb. Merci. Je vais juste récupérer le micro, si vous voulez bien. Je rajouterai un petit mot à ce qui vient d'être dit. Simplement, ce qui a été dit, à mon avis, est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que l'innovation tente à peiner à se réaliser dans les grandes structures. Et c'est effectivement dans les start-up, chez les universitaires, les doctorants, que se crée l'innovation et qu'il faut permettre que se développe un écosystème extrêmement dense. Et quand on parlait tout à l'heure de Boston, c'est ça qui fait effectivement la force de Boston, qui attire les grandes entreprises. C'est que vous avez là-bas une quantité de gens, doctorants, post-doctorants, qui ont envie effectivement d'aller de l'avant, qui font ces innovations de rupture, qui est tout à fait formidable. Et donc c'est ce que nous essayons de créer à Lyon, faire qu'on soit très proche entre l'université, la recherche publique et puis en même temps les entreprises privées pour qu'il y ait une interpénétration et que véritablement nous puissions faire naître l'innovation dans la ville. Sur le Big Booster, ça va être un travail de 4 mois, c'est ça, d'un peu plus? Oui, là, on va travailler. Donc, il y a une première session, mais Karine Doyenassos va en parler, qui va se réaliser d'abord à Lyon, où il y a d'abord une sélection qui va être faite, et puis ensuite un séjour à la fin de l'année aux États-Unis. Vous irez aussi, je suppose, non? Je ne sais pas, je suis déjà programmé pour la Chine en juin, je crois. Donc, on ira peut-être l'année prochaine aux États-Unis. Il faut quand même que, vous voyez, quand vous êtes maire, vous avez aussi un certain nombre d'habitants au niveau local qui vous veulent chez eux. Donc, il faut être à la fois très présent à l'étranger, mais très présent sur votre terrain. Vous êtes victime de votre popularité. D'ailleurs, je vous garde encore. Et j'appelle maintenant Frédéric Baverès, qui est le directeur général de Keolis, et qui est un opérateur majeur, on peut l'applaudir, du transport public, qui est présent d'ailleurs dans 15 pays, il me semble, à travers le monde. Est-ce que vous pourriez nous dire donc 2-3 mots par rapport justement à cette innovation, aux startups et à cette initiative? Tout d'abord, en fait, moi, je tiens à souligner qu'on est très heureux de soutenir en fait cette initiative Big Booster, en fait, pour 2 raisons. La première, elle est, si j'ose dire, en fait, affective et citoyenne, parce que d'une certaine manière, Keolis, c'est un trait d'union entre Lyon et Boston, puisqu'on opère pour le compte du Citral le réseau TCL de Lyon depuis de nombreuses années, et j'espère, monsieur le sénateur, encore pour plusieurs années, mais ça, la décision vous appartient. On opère depuis l'année dernière les trains de banlieue de Boston. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des réseaux qui présentent en fait une similitude. Lyon, c'est 1,5 million de passagers par jour. Boston, c'est 1,3 million de passagers par jour. Donc on est effectivement sur des ordres de grandeur qui sont proches. Et à partir du moment où il y avait une initiative commune de ces 2 villes, on était effectivement heureux de l'accompagner.
Mais au-delà de ça, on est surtout intéressé d'un point de vue stratégique, parce qu'on est convaincu de l'importance de l'innovation et surtout du rôle que les startups peuvent apporter en fait, dans le domaine de la mobilité, à la fois en créant de nouveaux services, de nouveaux usages, notamment autour de l'économie du partage, et puis en étant capable d'apporter des innovations de rupture. Chacun d'entre vous a entendu parler de Uber, a entendu parler de Blablacar. Ceux qui sont dans le domaine de la mobilité ont entendu parler de Waze, de Move It, qui sont tous des entreprises, effectivement, qui ont très bien réussi, qui sont valorisées très cher. Mais il y a plein de petites PME, notamment dans le digital, qui sont développées avec une capacité à penser, comme on dit, out of the box, ce qu'on n'est pas forcément capable de faire en interne. Dans le digital, aujourd'hui, dans le domaine du transport, il y a deux grands enjeux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la chaîne Plan, Book, Ticket en anglais, c'est-à-dire d'être capable, à partir d'un smartphone qui, en gros, ne sert aujourd'hui qu'accessoirement à téléphoner, mais qui est plutôt un couteau suisse sur lequel on fait à peu près tout, sur lequel vous allez rechercher des itinéraires, avoir de l'information en temps réel, sur lequel vous allez réserver ou acheter un billet et sur lequel vous allez valider. Et tout ça avec une logique qui est « je me déplace quand je veux et je décide au dernier moment et avec le mode que je souhaite ». Parce qu'aujourd'hui, vous êtes tous effectivement acteurs de la mobilité, vous voulez au dernier moment choisir de prendre le transport urbain, votre voiture, une voiture partagée qui peut être le taxi, le covoiturage, l'autopartage, qui peut être un vélo. Et ça, vous souhaitez pouvoir décider en fait au dernier moment. Et le fait est que les opérateurs de transport ont des idées, mais on se rend compte effectivement que du côté du digital, il y a plein d'idées pour aller plus vite. Le deuxième grand domaine dans le numérique, c'est le big data. Je vous ai évoqué le nombre de passagers sur les réseaux de Lyon ou de Boston. Keolis, dans 15 pays, on transporte 3 milliards de voyageurs par jour. Donc ça fait effectivement, ça commence en fait à faire beaucoup. C'est énormément de données qu'aujourd'hui, on n'utilise pas assez. Alors bien évidemment, en conservant l'anonymat, c'est une condition majeure au regard des libertés publiques. Mais ceux qui arriveront en fait à nous aider à mieux utiliser ces données pour avoir des offres de transport qui soient le plus adaptées, nous aideront beaucoup. Et donc, on souhaite s'appuyer sur des startups. On le fait d'ailleurs beaucoup déjà. On est partenaire, par exemple, d'une startup lyonnaise qui s'appelle Forcity, mais on est également partenaire de Move It, partenaire à Bordeaux d'une petite PME qui a réussi en fait à prédire la disponibilité des stations de vélo en libre service. Sachez même, et je terminerai là-dessus, qu'on a même, il y a 10 ans, créé une petite start-up chez nous. C'est-à-dire qu'on s'était dit, à l'époque, on pensait qu'on était capable en fait, de développer par nous-mêmes. Donc c'est une petite société qui s'appelle Canal TP, qui a d'ailleurs très bien réussi, si ce n'est qu'elle est restée à ce stade franco-française. Elle n'a pas réussi en fait, à franchir le palier supplémentaire, mais c'est le leader français de très loin de la recherche d'itinéraires multimodal en France. On a calculé l'année dernière 5 milliards d'itinéraires. En bus, en train, en vélo, en marche à pied, en voiture. Donc vous voyez, ça commence effectivement à être intéressant. Mais je reconnais, quand on l'a créé il y a 10 ans, on a fait le pari qu'on était capable de le développer par nous-mêmes, alors en leur donnant un cadre de travail qui n'était pas celui qu'on trouve dans un groupe de plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on les avait vraiment cantonnés dans quelque chose où ils avaient leur propre écosystème, mais je me rends compte qu'on est passé à côté de quelque chose qui était l'ouverture internationale. Et comme Gérard Collomb l'a dit, c'est primordial. Merci en tout cas, merci beaucoup, on peut vous applaudir. Je ferai appel à vous tout à l'heure pour des réactions. Merci beaucoup. Merci. Non, je vais vous libérer maintenant. Merci en tout cas, merci Gérard Collomb. Merci à vous. Applaudir le sénateur maire. Merci. Je vais juste reprendre votre micro aussi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est parfait. Alors, comme disait Gérard Collomb tout à l'heure, il y a un lien véritable, on l'a vu, entre Lyon et Boston. Ce sont deux villes qui sont connues à l'international, deux terres d'innovation. Et pour nous parler maintenant plus concrètement de ce qu'est le Big Booster, je vous demande d'accueillir Karine Dognin-Sauze, qui est la vice-présidente de la métropole de Lyon. Merci de l'applaudir. Ah bah, parfait. Bonsoir. Au milieu du rond. Voilà. On vous écoute, Karine. Donc qu'est-ce que c'est que concrètement, finalement, le Big Booster? Comment ça va se concrétiser? Tout à l'heure, Gérard Collomb disait que c'était sur plusieurs mois, donc à peu près 4 mois pour se concrétiser. Comment ça marche? Je vais effectivement vous expliquer à la fois l'origine, les principes et les bases de ce dispositif que nous lançons donc aujourd'hui. Mais avant cela, je vais peut-être vous parler d'un voyage que j'ai fait il y a 2 semaines, oui. Puisque 2 weeks ago I was in Boston and I met
Caroline Crockett, who is in charge of economy towards the mayor of Boston. And I would like just now to invite her to join me on the stage. Caroline. Who's next? What's next? And how do we share it? What's the value? These are the core questions of how we understand innovation. I'm so delighted to be here to think very boldly about what innovation means for the city of Lyon and for Boston. I bring greetings from Mayor Martin J. Walsh, the mayor of Boston. It's been wonderful to be welcomed here and be greeted so well, to meet your wonderful mayor, all of my wonderful hosts. It has been fantastic. So I wanted to share some ideas and some reflections that we've had in Boston and to offer our wholehearted support for the Big Booster Project, which we know will allow us to really dig into this question, our sharings, our learnings about where the value is, what's next, who's next, and how can we think about the Atlantic as just something that connects us. So I shared a couple of very old maps here of Boston very quickly because I wanted to say a couple things about what we have in common. We have some hills in our cities. You have people who have been talking to me about your hills for the last couple of days. It's been wonderful. We have some hills. Boston takes its name as a city of moving water. The name was Shawmut, a Native American name, and the name of our state, Massachusetts, means land of the great blue hills. So we talk a lot about hills there, and you see we have this issue where we are this little peninsula, it's kind of funny pointy shape in 3 parts, with lots of water around us. And so we've had lots of challenge, even from the beginning early days of English occupation, almost 400 years ago, to figure out how to grow, how to share what Boston is up to. Next slide. So the issue has been how to move beyond our waterway. So I wanted to share this map, which shows you really quickly what the city looked like originally, which is the gray. The white line shows you all the places where we have built out the water line, landfill. Hundreds of years of landfill have allowed us to have this large metropolitan footprint. Today, we have really pushed our population numbers up to about 640,000 people, pushed down those hills. We cleared the hills to fill in the lines that you see and are continuing to grow. The section here along the waterfront continues to be a challenge for us to figure out what to do with our waterfront. So as Boston has emerged, kind of as this economic power, as political power in our own mind, maybe, and maybe elsewhere, we've had to really struggle with the land. Land issues, land growth, revolution based in our land and our history, and also how to grow. Show the next slide, yeah. And so this area that you see is taking you to the front of the city, our seaport. And the land here for many years just there was just emptiness there. And so what we've done is to say, what could this be? Kind of what is a way that we could open up a bigger conversation about Boston's growth, Boston's future, how to share the value of our population, of our industries, of our growth. And so what you're seeing is an image from the 80s, the 1980s, that shows you that there's not much there. You have a very big, bustling skyline, but this center, almost the center edge of the seaport, which was empty. And this, as you know, wound up being the site for an innovation district. And so what the innovation district has allowed us to do is to take 1,000 acres of the city and to say we are going to think about what this means for startups, for tech, for new kinds of businesses to really push us into an area we had not grown before. So the former mayor, Mayor Menino, takes on this idea of an innovation district as a way to incubate new businesses, to think very boldly into the future about what's next, this very question. So the next slide really quick. And what we've been able to do is just to show how this land use question could be a bigger economic driver for us, limited by our waterway, but really trying to open up a discussion about where do we want businesses to be located, not outside the city, but inside the city. And what could that mean for how the city itself is fueled, how the city itself recreates itself, how the city literally churns on this idea of the future.
And so now, when we think about the Innovation District, we think about a place that has attracted hundreds of new businesses into the city, has created more than 3,000 jobs since its creation in 2010, has become home for Mass Challenge, which you guys know is an incubator, a real supporter of new businesses, really allowing us to launch and accelerate new opportunities. Another reason why the Big Booster is so exciting for us, because it gives us a chance to really leverage what we've learned about competition-based learning and using that as a way to build out what is the inside urban economic powerhouse, which we hope the city continues to be. And so for us, this is about job creation, it's about land development, it's about thinking about the possibilities of a city that's growing, a very diverse city, a multilingual city. As I mentioned, about 640,000 people living in the city of Boston. We continue to be a city that draws lots of population from abroad. 28% of our population is from all over the world, mostly from Latin America, from China, from the Caribbean, a large Haitian population, a young population. Boston is a city of folks where more than a third of the population is between the age of 20 and 34 years old. We have, of 25 cities, we have the 25 largest cities in the United States, we have the largest concentration of young people. You also know that we have an incredible concentration of universities. So more than 80 universities and colleges right in our midst, about 250,000 students. So what does this all mean? It means that there's an opportunity to tap into that talent to create new economic approaches, but also to think again about this question of what's next. And so for us, we've got to constantly be thinking about what is the opportunity for that? And since I've been here in Lyon, the most exciting thing is to feel that this is a kindred spirit of thinking about the future of the city. So Lyon is fortunate to have lots of history, much more history, I would say, than Boston. We celebrate 400 years in the United States, like that's a very long time. I know by European standards, it's laughable in terms of an old city. But we do feel like a sense of history, but it's pushing us to consider, again, what do you do with that? For us, we also struggle with trying to make sure that there's work for everyone in the city. And that's a struggle because there are populations within our city who are not tapped into tech, new tech, pharma. And we've got to figure out a way to make the connection, and really excited that Lyon can help us do that. So delighted to be here, been welcomed, it's been wonderful, and I look forward to more of the conversation. Thank you, Caroline. Thank you. Thank you very much. Thank you. On peut l'applaudir. Thank you, Caroline. It's great to have you with us for the introduction of this initiative, Big Booster. It's stunning to see how your ecosystem resonates with ours. And I will say that what's next for us is Big Booster. So, je vais... What is Big Booster? Qu'est-ce que c'est que Big Booster? On a compris l'intérêt de Big Booster. Comment ça marche, Big Booster? Alors, je vais vous présenter maintenant en détail ce programme Big Booster. On va voir... peut-être un écran s'afficher. Big Booster a vocation à devenir un accélérateur qui compte à l'échelle internationale. Sa première particularité sera de relier l'écosystème de la métropole de Lyon à celui de Boston. Ce sera un programme passerelle qui va structurer nos relations avec la ville de Boston sur le long terme. Un peu, si vous voulez, à l'image des entretiens Jacques Cartier avec Montréal. Sa seconde spécificité sera également d'ouvrir des liaisons avec l'Europe du Sud, mais également les marchés francophones. Et je salue Madame la consul du Maroc, Monsieur le consul de Tunisie, mais également Monsieur le consul des États-Unis, qui nous font l'amitié d'être présents pour cette annonce. Donc Big Booster est avant tout un Non-Profit Acceleration Program, ce qui signifie que les entreprises qui en bénéficieront n'auront pas à se soumettre à des prises de participation. C'est aussi pour cette raison que ce sont les équipes de la Fondation pour l'Université de Lyon qui seront porteurs de ce programme. C'est aussi un programme d'accélération early stage, c'est-à-dire qu'il va venir compléter, comme ça l'a été rappelé précédemment, les dispositifs locaux existants. Lyon Startup, qui a ses services plus particulièrement sur des porteurs d'idées, mais également des dispositifs existants comme Boosting Lyon, qui est également un early stage programme, tout autant que des accélérateurs privés comme Accéléo. Donc ce programme Big Booster, et nous allons le voir sur l'écran suivant, qui va maintenant s'afficher,
va s'appuyer sur 3 notions: sourcer, catalyser et également accélérer. Sourcer les porteurs d'innovation qui sont des innovations de rupture, quelle que soit leur nature, pas forcément des innovations technologiques. Identifier également des innovations qui répondent aux défis de nos sociétés, des innovations qui ont un impact fort dans la transformation de nos économies. Nous allons identifier des entrepreneurs qui se projettent aussi à l'international, c'est important, pour les rassembler dans un même endroit, dans un même lieu, et les connecter à un écosystème de mentors, d'investisseurs, mais aussi des experts et des grands groupes qui sont extrêmement intéressés par les propositions que ces entrepreneurs peuvent faire. Ceci pour les accélérer, leur permettre d'accéder plus facilement au marché, mais également plus facilement au financement. Et nous allons voir sur l'écran suivant que 3 domaines vont être concernés, 2 bootcamps, et nous aurons 3 finalistes à l'issue de ce programme. Les startups qui sont visées pour la sélection seront issus des 3 domaines d'excellence qui sont les marqueurs de notre économie locale, mais également des marqueurs pour l'économie et l'écosystème de Boston. Elles seront dans les biotech, dans les medtech, dans la santé, dans les sciences de la vie, mais aussi dans le numérique, dans les objets connectés, dans la robotique ou encore la ville intelligente, mais également dans les cleantech. L'objectif, comme l'a rappelé Gérard Collomb, est vraiment de décloisonner ces filières d'excellence et d'aller chercher l'innovation qui vient aux interfaces. Ces startups auront moins de 5 ans, elles auront un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros, une ambition internationale, elles seront enregistrées en France ou à l'international, et surtout elles seront en phase de démarrage commercial, c'est-à-dire qu'elles seront déjà en main un prototype de leur solution. Et le programme qui va leur être proposé sera articulé en 2 temps. Tout d'abord, une centaine d'entre elles seront sélectionnées pour participer à un bootcamp qui se tiendra à Lyon, au cours duquel elles auront accès à un socle commun qui va notamment leur permettre de développer une approche globale, mais également d'affiner leur modèle d'exploitation, et puis se préparer à la version du pitch européen, en version européenne. Et puis un suivi plus particulier avec l'aide d'experts sur leur domaine spécifique. 20 d'entre elles partiront ensuite sur un bootcamp à Boston, où là, elles iront acquérir les codes du marché américain, mais également le pitch à l'américaine. On sait que dernièrement, Match Challenge, dont nous avons un représentant ici, sont sur des formats d'1 minute pour présenter un business. C'est un véritable challenge en lui-même. Mais également, elles pourront à cette occasion rencontrer les acteurs de l'écosystème de Boston et faire, j'imagine, de belles rencontres. Les finalistes seront dévoilés lors de la prochaine édition de Biovision. Alors nous avons construit ce programme de façon à valoriser, surfer sur notre programmation événementielle, et nous allons le voir sur l'écran qui va arriver. Big Booster va commencer de façon très effective dès le mois de juin, pendant InnoRobot, qui se tient qui se tient du 1er au 3 juillet 2015. Ensuite, le bootcamp qui se tiendra à Lyon sera en même temps que Blend Mix, qui est également un événement phare dans le domaine du numérique. Suivra ce bootcamp à Boston, fin d'année, ou peut-être en janvier-février, pour aboutir à la finale durant Biovision 2016, qui marquera également le lancement de la 2e promotion. S'ouvre aujourd'hui une phase de co-construction, car nous avons d'ores et déjà des partenaires qui nous ont suivis sur cette initiative, que nous allons voir maintenant apparaître sur l'écran. Ces partenaires, je souhaiterais les remercier. Nombre d'entre eux ont déjà pris la parole. Mais il faut savoir que dans cette phase de construction, nous allons aussi ouvrir le dispositif à d'autres acteurs, des acteurs qui ont quelque chose à apporter dans le sourcing, dans le mentoring ou bien dans le sponsoring. Et tout est encore à construire jusqu'au mois de juillet. Alors cette première année est vraiment pour nous une année de prototypage, une année où ce programme va poser ses bases avec la volonté de l'inscrire dans le long terme. C'est un programme qui sera pérenne. C'est un programme ambitieux sur lequel nous comptons beaucoup. Et je souhaiterais d'ores et déjà remercier les équipes de la Fondation de l'Université de Lyon qui sont aux manettes et qui vont avoir la charge de structurer cette belle initiative. Je vous remercie. Tout à l'heure. Merci beaucoup, Karine. Merci, on peut la remercier. Et j'appelle tout de suite, parce que finalement, ce n'est pas que c'est Lyon, c'est aussi la région qui contribue, la région Rhône-Alpes. Et c'est pour ça que Frédéric Gaffiot, le directeur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de la région Rhône-Alpes, va pouvoir nous dire un petit mot. Merci de l'applaudir. Merci. Merci.
Monsieur le sénateur-maire, président de la métropole de Lyon, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de la Fondation pour l'Université de Lyon, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'exprime devant vous au nom du président Kéran. Je souhaite vous faire part d'une expérience qui a déjà 1 an maintenant. J'ai eu le plaisir, pour les regarder un petit peu, renifler un petit peu les méthodes d'innovation de nos collègues américains, le plaisir d'aller à Boston l'année dernière. J'ai eu le plaisir aussi d'y rencontrer une jeune institutrice, une 40aine d'années, institutrice qui avait un enfant autiste. Et cette jeune institutrice, dans la pédagogie qu'elle appliquait à son propre enfant, avait su développer des méthodes pédagogiques tout à fait innovantes, à base de dessins, de représentations sur des écrans. Elle a profité, cette jeune femme, d'un appel à projet, je le dis pour les élus très peu onéreux, de la ville de Boston, qui servait à mettre cette personne porteuse d'un projet tout à fait intéressant avec un certain nombre d'acteurs de l'innovation. Et en 3 mois, un peu plus de 3 mois, un objet commercial est sorti sur des tablettes et beaucoup d'institutions américaines qui s'occupent de ces enfants avaient acquis les outils qu'avait développé cette institutrice et l'entreprise était effectivement créée en 3 mois et demi. Cette petite anecdote me fait dire que nos amis de Boston ont des compétences que nous avons du mal encore à mettre en musique et que je crois que le Big Booster vise à mettre en musique. Les interfaces, monsieur le sénateur, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois effectivement que c'est l'interface entre les grandes disciplines que des innovations de rupture vont apparaître. La rapidité d'intervention et d'être capable d'apporter très rapidement les solutions techniques d'une part, mais également les solutions de développement de l'entreprise. Et puis je pense aussi que l'innovation à partir des usages, à partir de ce que nos concitoyens peuvent faire de ces innovations, est également un moteur extrêmement fort. Si j'entends bien quelles sont les ambitions du Big Booster, je crois qu'on va retrouver ces trois grands éléments à l'intérieur du Big Booster. Booster les startups, c'est sans aucun doute un enjeu extrêmement fort pour les collectivités territoriales. Nous avons fait la démonstration qu'un certain nombre d'entreprises étaient créées, d'entreprises technologiques étaient créées. Nous n'avons pas encore fait la démonstration que nous sommes capables de les booster, de les mener rapidement et vite à un niveau de marché international. Je conclus. Merci, je conclus. Et bien évidemment, je pense que nous pouvons très clairement, en tant que région, nous associer à ce Big Booster. Et bien évidemment, vos équipes et celles qui travaillent dans ma direction sont tout à fait aptes à travailler ensemble et porter de nouveaux et beaux projets. Plein succès aux entreprises qui seront emmenées par le Big Booster. Merci beaucoup, Frédéric Gaffeux. Merci, excusez-moi à nouveau. Mais c'est pour laisser la place à notre dernier panel qui se passera ici sur le Corner Talk et je vous demande d'accueillir Fanny Laitier, la directrice exécutive des fonds propres chez BPI France, ainsi que Benoît Pradel, qui est le vice-président de Capgemini Consulting. Vous pouvez venir, vous pouvez les applaudir, regardez comme elle est belle. Et Christian Schmitt de Lavrelli, qui est le directeur général de Clésia. On va se mettre au Corner Talk, je vous propose même de vous asseoir. Voilà, venez tous les trois. Alors, on va peut-être commencer par les dames. Vous avez un micro chacun, monsieur. Peut-être commencer par les dames avec Fanny Laitier. Fanny Laitier, je sais que BPI France, on en parlait tout à l'heure, a un secteur innovation qui aide aussi les startups. Est-ce que finalement, Big Booster, c'est une continuation des projets que vous faisiez, et que vous faites déjà actuellement, et que vous continuez, et que du coup, c'était évident que BPI France s'y associe ? Merci Alexa. Oui, bien sûr, bien sûr. BPI France, c'est la banque des entrepreneurs. Donc partout où vous trouverez des entrepreneurs, partout où il y aura de l'innovation, vous trouverez BPI France. C'est notre ADN. Notre mission, c'est d'accompagner l'innovation sur
sous toutes les formes. Et depuis notre création, en 2013, on a vraiment essayé de revisiter le concept d'innovation. C'est ce qu'on a appelé innovation nouvelle génération, pour revoir notre offre d'accompagnement et l'élargir beaucoup. En France, on aime beaucoup la technologie, et donc on a tendance à assimiler l'innovation à la technologie. Alors c'est important, et en France, on a des vrais atouts. Là-dedans, on a des ingénieurs qui sont des passionnés de technologie. Mais l'innovation, c'est pas que ça. L'innovation, c'est beaucoup plus large. L'innovation, c'est tout simplement de se demander comment, aujourd'hui, avec nos produits, avec nos services, avec nos business models, on transforme des idées en actions pour répondre aux défis sociaux et environnementaux auxquels on a à faire face. Donc l'innovation nouvelle génération, c'est l'innovation technologique, mais aussi l'innovation non technologique. Alors le Big Booster, moi je dois féliciter tous les acteurs qui ont réfléchi à la mise en place de cette initiative. On est très impatients de s'y associer parce que en fait ça rejoint en beaucoup de points en fait ce qu'on essaye de faire. On a mis en place au sein de BPI France un accélérateur de PME, plutôt pour des PME matures, celles qu'on a envie de transformer en ETI, qui sont plutôt dans des secteurs traditionnels et qu'on coach sur beaucoup de sujets, la stratégie, la croissance organique, les croissances externes, le développement à l'international, la propriété intellectuelle, puis aussi des sujets qu'on a moins l'habitude d'aborder en France, comme le networking, le lobbying, le développement des ventes, le marketing stratégique. Voilà. Et le Big Booster, je trouve ça intéressant parce que c'est encore autre chose. On parle là pas de PME mature, on parle pas de secteur traditionnel. En fait, on parle de secteurs, les biotech, les medtech, les cleantech, de secteurs où tout va plus vite, de secteurs où dès le premier jour, en fait, il faut être immédiatement international. Donc les choses s'accélèrent, mais ça tombe bien, en France, on accélère aussi, les entrepreneurs accélèrent et donc il faut y aller. Et on a beaucoup à apprendre de nos amis américains qui, depuis longtemps, savent que c'est en travaillant entre le monde académique et le monde économique, en travaillant au niveau local, parce que les énergies sont en région, qu'on peut faire des initiatives de niveau mondial. Voilà. Alors, on a plein de bons signaux en France qui montrent que ça marche. Il n'y a qu'à regarder l'année dernière, 16 IPO dans le domaine des biotech, des medtech, des cleantech. C'est pas mal, c'est même assez impressionnant quand on regarde ces dernières années. Mais enfin, on a le sentiment, nous, chez BPI France, que c'est que le début. Et si on regarde rien que la région Rhône-Alpes, on a investi 500 millions d'euros l'année dernière dans des projets innovants, dont beaucoup venaient des clusters. Voilà. Donc on est très enthousiaste sur ce projet. Nous, ce qu'on dit à nos clients, ce qu'on dit aux PME, aux start-upers, aux entrepreneurs qu'on croise tous les jours, c'est que les énergies sont en région et les marchés, ils sont mondiaux. Donc on a adopté cette devise qui est Act Local, Get Global. Je ne sais pas si ça vous inspirera, mais ça nous inspire, nous. Et on est convaincus que cette initiative ici à Lyon, elle est exemplaire et qu'on espère beaucoup qu'elle aura un effet d'entraînement sur les autres clusters que l'on accompagne. Et en tout cas, vous pouvez compter sur nous pour accompagner tous les participants. Donc c'est un moteur pour l'intérêt économique global. Alors, justement, vous êtes en train de co-construire presque tous les trois ce Big Booster. Bernard Pradel, vous êtes vice-président de Capgemini Consulting. Est-ce que pour vous, finalement, il faut véritablement impliquer l'innovation dans les projets des entreprises ? Alors, Benoît Pradel, mais ça, c'est pas Benoît, très grave. Parce qu'il y a marqué Bernard. Tout à l'heure, je vous ai appelé Benoît, et là, je vois sur votre carte, il y a marqué Bernard. Mais ça, c'est une petite habitude d'un certain Didier Hoche qui contribue aussi à cette initiative. D'accord, autant pour moi, c'est Benoît. Ça lui passera et c'est pas du tout grave. Bon, quand on est venu nous voir pour nous parler de cette initiative, là, depuis tout à l'heure, on parle énormément d'innovation de rupture. On sait tous, enfin, les dirigeants des entreprises savent bien que l'innovation de rupture, c'est quelque chose qui doit se faire avec l'entreprise, mais surtout avec un écosystème avec lequel on doit travailler très très différemment de la façon dont souvent on travaille en interne pour des raisons culturelles, pour des raisons de continuité avec ce qu'on fait. On travaille depuis maintenant plusieurs années en partenariat avec le MIT à l'échelle mondiale sur la question de la transition numérique. Donc le MIT, vous voyez à peu près où c'est. Par ailleurs, on est une entreprise à la fois sur son volet consulting et sur son volet technologique qui génétiquement est là pour accompagner ses clients tout à la fois dans leur innovation et dans leur transition numérique, sur la dimension interne à l'entreprise, mais aussi, bien entendu, sur la dimension de l'innovation de rupture.
Par ailleurs, c'est une entreprise qui est à 150 000 salariés, qui est au CAC 40 et qui est quand même d'origine française, donc il y a aussi un rôle de citoyen. Et ça veut dire qu'on a un vrai devoir, un rôle d'accompagner l'émergence de start-up, qu'on a le rôle de les aider à se développer, et bien entendu de jouer, dans certains cas, un rôle de go-between avec les entreprises avec lesquelles nous travaillons, ce que nous faisons réellement et régulièrement. Bon, ça, c'est les premiers arguments qui font qu'on est, nous aussi, très impatients, très contents de participer à ça. Et puis, bon, je disais que génétiquement, on était native innovation et technologie, mais par ailleurs, on travaille historiquement beaucoup dans le domaine du life science. On a travaillé beaucoup avec Biovision dans le temps. On a travaillé sur le rapport Lemoine sur la transition numérique, notamment sur l'e-santé. Mais on travaille aujourd'hui sur l'émergence des nouveaux territoires de santé numérique. On travaille avec un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques sur leur transition numérique et en faisant du go-between sur ces éléments-là. Et par ailleurs, dernier élément, on a notre pôle d'excellence dans le domaine du life science et sur la côte est des États-Unis pour l'Amérique du Nord. Et en France, on a décidé qu'il devait se développer sur la région lyonnaise. Donc, que vous dire? On ne peut pas rêver mieux que Booster pour nous, que Big Booster. Christian Schmick de la Prairie, vous êtes d'accord avec ce genre de propos, comme vient de le dire Benoît Pradel? C'est véritablement, c'est aussi une réussite française quelque part? Tout à fait, oui. Je vais paraphraser un peu ce que disait tout le monde, mais et très rapidement, Clésia, nous sommes là pourquoi? Nous sommes une entreprise de protection sociale. Nous travaillons sur un certain nombre de secteurs d'activité. Nous protégeons les transporteurs, je voyais tout à l'heure Keolis bien présent, les entreprises de la chaîne de santé, et par ailleurs le monde des services en général. Notre baseline, c'est protection et innovation sociale. Ce qu'exprimait tout à l'heure Serge Wimbert, quand on est gros, des fois on n'est pas forcément très agile. Et avoir ces logiques de start-up, qui plus est à Lyon, alors que c'est pour nous un bassin d'emploi. Vous voyez souvent qu'à la Pardieu, notre immeuble Clésia avec ses 600 salariés, eh ben, on est content d'être un partenaire actif de ce Big Booster. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'être partenaire actif? Parce que là, vous construisez quelque part tous les trois cette initiative. En quoi ça consiste? C'est véritablement et les aider, ces startups? Nous sommes, nous aussi, dans des modes en transformation, celui de la complémentaire santé. Voilà. Et c'est peut-être d'apporter notre expérience à travers ces différentes startups au moment où nous le demanderons, pour faire en sorte d'être un accélérateur et d'être un injecteur de connaissances dans ce domaine-là. Voilà. Donc il faut venir vous voir quelque part, c'est ça? Et à nous de nous déplacer, bien sûr. Ça, c'est aussi. Est-ce que Frédéric Bavrez voudrait dire un petit peu? Non, vous vouliez tout à l'heure témoigner? Non? D'accord, très bien. Fanny Laitier, pour reprendre ce que disait aussi Christian Schmick de la Prairie, est-ce que finalement, vous aussi, vous allez les aider, mais plus ou moins en expertise, mais plutôt juste pour les soutenir tout simplement financièrement? Écoutez, oui, je crois que le Big Booster, c'est un projet en construction, donc on innovera aussi dans les jours qui viennent. Mais BPI France, c'est quoi? C'est un continuum de financement. Depuis la subvention, l'avance remboursable, le prêt à taux zéro, l'investissement en fonds propres, il y a un continuum là qui permet d'accompagner des projets depuis l'early stage jusqu'à l'introduction en bourse, pour ceux qui iront jusque-là. Et puis, c'est aussi de plus en plus une offre d'accompagnement multiforme, en coopération avec les régions, en coopération avec les CCI, en coopération avec la Caisse des dépôts. Et donc, on essaiera de faire bénéficier les participants de notre expertise. Vous voulez peut-être dire quelque chose, non? Non, on va aider à émerger tout ça dans un premier temps. Et donc, rendez-vous dans un an, on peut dire rendez-vous dans un an? J'espère bien avant, d'ailleurs, parce que les premières étapes ont été décrites tout à l'heure, elles démarrent bien avant un an. Effectivement, on est pour les premiers effets au prochain Biovision. Merci aux parrains et aux marraines de cette initiative, on peut vous applaudir. Merci à tous. Et maintenant, on va quand même conclure, parce que je suppose que vous en avez entendu parler, et c'est Alain Mérieux, le président de la Fondation de l'Université de Lyon, qui va nous faire l'honneur de conclure. J'en suis absolument ravie. Mais vous me mettez juste sur le rond blanc, s'il vous plaît, comme ça on vous voit bien. Bien. Après, j'arrête. C'est assez matriarcal ici, hein, monsieur le maire. Bon, écoutez, on m'avait préparé un truc en anglais, je vois que tout le monde parle français, donc ça va me reposer un peu. Bon, c'était une journée, je dirais, assez dense, hein, depuis hier 4 heures de l'après-midi. J'ai pris quelques notes. Premièrement, j'ai compris que la biologie était envahie par le numérique et que l'un sans l'autre devait cohabiter. Ça, je l'avais compris
industriellement il y a quelque temps, c'est pour ça que j'ai pris ma retraite de la présidence de Biomérieux, pour ne pas couler la boîte. La deuxième chose qui est apparue assez évidente, c'est que la santé et la médecine seule ne signifient plus grand-chose s'il n'y a pas à prendre en compte l'environnement, la nutrition et l'éducation. Donc c'est un tout, je dirais, ce qui représente la santé globale. Et je rajouterais, dans beaucoup de pays où je vais, s'il n'y a pas également la sécurité physique pour les médecins et les infirmiers qui sont dans le coup, c'est l'être morte que de faire des grands discours. Donc n'oubliez pas les problèmes de sécurité. Enfin, je voulais remercier tous ceux qui ont organisé cette réunion. D'abord Didier Hoche et tous les personnels dévoués de la Fondation pour l'université que j'ai l'honneur de présider. Ils sont très dévoués. Il vaut bientôt entendre la CBI parce que vous nous donnez beaucoup de travail les uns les autres avec des moyens qui ne sont pas illimités. Donc on fera au mieux, monsieur le maire. À la lyonnaise. Bon, on travaillera au mieux. Bon, ce qui m'a également frappé, c'est que le milieu de culture lyonnais devient de plus en plus bouillonnant. On a du mal à s'y retrouver parfois en ce qui se passe à droite et à gauche, les start-up, les entrepreneurs et tout. Mais je suis très heureux de voir que nous nous rapprochions de Boston. I'm very happy we moved to Boston. When I was young, long time ago, I was a student there, but a long, long time ago. So. And so it's always a pleasure. I know that Boston is moving very fast. I don't know, Big Booster, ça me rappelle un peu McDo, c'est personnel. Donc, ce serait plutôt Boston, Lyon, Booster, why not, hein? Et c'est donc une grande joie de le faire. Ce que je voulais dire également, c'est important, aussi bien tout ce que l'on fait, il faut avoir des racines profondes. Et nous avons la chance d'avoir des deep roots in Lyon. So we are strong in our feet. At the same time, we need a worldwide ambition, long-term ambition, without any border between science. And we are very happy in Lyon to work very closely between politics, monsieur le sénateur maire, monsieur Léon, ça ne mange pas de blé. Hein, we are also with university, and both all science and university are working together, and industry, large industry, monsieur le président, cher Olivier, middle size, and small company. So it's our pleasure, to conclude the day. And tonight we will have opportunity again to speak English. Ce soir, it's at Hôtel de Ville, where food is supposed to be good. And that's the mayor said, we will see. And you will be very free to criticize. Okay. Merci à tous. Merci beaucoup, Alain Mérieux. Merci. Parfait, merci beaucoup. Vous êtes exceptionnel. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, Biovision, c'est terminé. Et ça se termine en beauté. Le pont est construit entre Lyon et Boston. Donc rendez-vous très très bientôt à Lyon ou à Boston. Merci à tous.